Merci Séverine pour vous parler aussi un peu de ce retour d'expérience sur la mise en place de cet outil d'évaluation des activités supérieures de marche chez le patient neuro. Donc dans un premier temps, en fait, ce qu'il faut savoir concernant l'évaluation des capacités, des activités supérieures de marche chez le patient neurologique, c'est qu'il y avait peu d'outils, notamment chez le cérébro-lésé, chez le traumatisé crânien, pardon. Ça a été développé au départ, donc cet outil par une équipe australienne, on y viendra plus tard, et qu'il y avait en fait peu d'outils existants à cette époque-là, donc en 2004 où il y a eu cette revue, à part l'index de mobilité de RiverMed qui permettait en fait, qui incluait un item sur la course à pied. Donc ce qu'on entendait nous par activité supérieure de marche, c'était vraiment des activités très élaborées avec une notion de performance à ce niveau-là. Et le seul outil en fait qui comprenait un outil vraiment ce qu'ils appelaient de haut niveau en termes d'activité supérieure de marche, donc pas juste de la marche avant, de la marche arrière à vitesse normale, c'était l'index de mobilité de RiverMed. Éventuellement aussi la partie motrice de la MIF. La limite d'ailleurs de ces échelles, c'est un effet plafond qui est assez important, c'est-à-dire que même si on avait des patients qui étaient qui performaient avec un score maximal sur l'échelle, ça ne sous-entendait pas forcément qu'ils n'avaient plus de déficience, plus d'incapacité. Il y a sûrement encore des choses à travailler chez ces patients-là, mais on n'avait pas forcément d'outils pour l'évaluer. Donc notamment, là, ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que 80% des patients TC, donc c'était en phase subaiguë, ils obtenaient un score maximal sur la partie motrice de la FIM. Et une autre étude sur 103 TC, le score maximum était atteint donc pour 87% sur la partie motrice de la MIF, et 51% pour l'index de mobilité de RiverMed. Ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de patients qui étaient vraiment très performants à ce niveau-là, mais pour lesquels il y avait sûrement d'autres choses, notamment chez le traumatisé crânien, où souvent c'est des sujets quand même très jeunes, qui ont parfois quand même, en fonction de la récupération, une envie de reprise d'activité physique adaptée, mais pour lesquels on peut aussi les guider en lien avec nos collègues APA. Donc, je vais laisser Mathilde sur la présentation du test. Alors, sur la présentation du test, donc, il a été développé en 2004 par Gavin Williams et un panel d'experts. La version originale est en anglais. Elle est disponible gratuitement sur Internet. Donc ça, c'est le site sur lequel elle est disponible. Alors, le matériel nécessaire. Il n'y a pas énormément de matériel. Il nous faut un chronomètre, un mètre ruban allant jusqu'à 2 mètres, un obstacle, donc c'est l'Hausbrick, donc nous on l'a emmené ici, qui a une dimension de 7,5 de haut, 22,5 cm de largeur et 11 cm de profondeur. Il nous faut également un couloir de 20 mètres avec une marque au départ pour la prise d'élan, une marque à 5 mètres qui représente le début du chronométrage, une marque à 15 mètres qui représente la fin du chronométrage et une marque à 20 mètres qui représente l'arrêt du patient. Et un escalier avec une volée de 14 marches. Alors, il y a 13 items qui sont évalués pour un score global de 54 points. On va vous lister les items. Donc, on va évaluer la marche arrière, la marche sur la pointe des pieds, le passage au-dessus d'un obstacle, donc ça c'est l'Hausbrick, la course à pied, alors le sautillement, donc le terme anglais c'est skipping qu'on a traduit par sautillement, mais il n'y avait pas vraiment de terme adapté en français. On vous le montrera en film pour que vous voyez ce que c'est. Le cloche-pied sur le membre inférieur le plus faible, les bonds sur le membre inférieur le plus faible et sur le membre inférieur le plus fort. Donc ça c'est une partie qui est non chronométrée, où on va mesurer 3 fois les bonds et faire la moyenne des 3 pour avoir le score. La montée des escaliers, donc en dépendance en indépendance, et la descente des escaliers. Alors, en fonction des performances, on va avoir un score attribué par item, donc maximum 54 points. Il faut une formation de l'évaluateur. Alors, temps de passation 10 à 15 minutes, c'est quand même assez dépendant du patient et de la compréhension des items. Alors, les consignes. Donc, on a un essai d'entraînement possible, 1 minute de pause possible entre chaque item, à vitesse maximale sans prendre le risque de chuter. Alors, le premier film qu'on vous présente, c'est donc le sautillement, donc le skipping. Il faut juste savoir que pour la majorité...
Il faut savoir que pour la majorité des items, donc sauf les escaliers, les bonds et le cloche-pied, le patient le réalise sur les 20 mètres. Mais il sera chronométré donc que sur les 10 mètres centraux. Là, c'est le cloche-pied. Alors, il y a une petite erreur sur le film parce que du coup, on l'a fait faire sur les 20 mètres au patient, alors qu'il est censé le réaliser que sur 10 mètres, celui-là. Voilà. Très bien. On se gare. Oui, alors le patient là, il est cérébelleux, donc ça ajoute un petit peu de difficulté aussi. Donc là, le score est 0 parce qu'il a posé le pied plusieurs fois sur la période de... Allez, stop, stop. Là, c'est la course à pied. Là, c'est les bons. Pas évident, hein. Le premier, c'est le bon sur le membre inférieur, le plus faible. C'est la différence avec le cloche-pied, en fait, où le cloche-pied reste tout le temps sur le même membre inférieur. Et pour les bons, il passe d'un membre inférieur à l'autre. C'est bien. Commence. Oui, sachant que normalement, il doit partir en unipodal. Donc, il est réalisé 3 fois. Moyenne de 3. Et là, on a les bons sur le membre inférieur le plus fort. Allez, dernier. Donc sur celui-là, le score est nul parce que la phase de vol n'est pas suffisamment importante au moment de la phase de vol. Peut-être que c'est toujours le bon pied, hein. On part du pied gauche, quoi, Ouais. du pied droit. En fait, là, on peut voir qu'il a, juste au moment où il va le faire, il fait vraiment un grand pas, mais l'autre pied décolle que légèrement à la fin. Et la phase de vol, au final, où il n'y a pas de contact des deux pieds, est vraiment trop minime pour estimer que ça soit un essai valide. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, il a été scoré 0 sur cet item-là. Donc maintenant, on va parler des propriétés psychométriques, parce que c'est important aussi quand on utilise un outil de mesure de savoir si cet outil est valide, si cet outil est reproductible d'un évaluateur à l'autre ou pour un même évaluateur, et aussi de savoir au niveau des données d'interprétation ce qu'il en est. Comment on peut dire, enfin, est-ce qu'on peut dire que le patient a évolué ou non. Donc ce qu'il faut savoir au niveau de cet outil, c'est que l'évaluation intra-évaluateur est vraiment excellente chez le TC modéré à sévère. Donc il y avait au départ un Glasgow de 3 à 12 ans, donc en phase chronique, avec un intervalle de confiance de 0,99, donc c'est quasiment parfait. Donc voilà l'étude dans laquelle ça a été publié. Ils ont fait la même évaluation chez des TC plus légers, donc avec un score de Glasgow initial entre 13 et 15, donc en phase subaiguë, donc avec un intervalle de confiance, corrélation intraclasse, pardon, excusez-moi, de 0,95. Un petit peu moins bonne chez le sujet sain, 0,88, mais quand même plutôt intéressante de toute façon à ce niveau-là. C'est vraiment un outil qui est quand même très reproductible pour un même évaluateur. Alors quid en inter-évaluateur d'une personne à l'autre, à ce niveau-là c'est à peu près pareil aussi, c'est qu'il y a vraiment une très bonne reproductibilité de ce test, même si on change d'évaluateur, que le TC soit, on va dire, qu'il y ait une atteinte modérée à sévère ou une atteinte plus bénigne. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment un outil qui est très intéressant à ce niveau-là, parce que les résultats vont être constants quel que soit l'évaluateur au final. Donc il faut savoir aussi qu'ils ont défini des normes, donc ça a été développé par les Australiens, donc chez 103 étudiants physio australiens âgés de 18 à 25 ans. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un score médian chez les hommes qui était de 54, donc c'était le score maximum, et qui chez les femmes était de 50 si je ne dis pas de bêtises, 51. Donc avec une petite variation de 0, une variation à peu près de 3-4 points au niveau de la différence interquartile, mais qui est vraiment une variation très faible à ce niveau-là. Ce qui était intéressant aussi, donc voilà, pas d'effet, ce qui était intéressant, oui, voilà, c'est qu'il n'y avait pas d'effet d'entraînement détecté. Parfois, ce qu'on peut poser comme problème pour un test, c'est qu'à force de faire le test au patient, il s'améliore, mais plus par le fait de connaître le test que par l'amélioration réelle à ce niveau-là. Là, plutôt, il y a plutôt un effet de fatigabilité a priori sur ce test-là qu'un effet d'entraînement. Donc il y a un effet plafond quand même qui existe au niveau de cet outil de mesure. Donc chez des sujets sains, à peu près chez 50% des jeunes hommes qui ont été évalués à ce niveau-là, seulement 5% des femmes. Chez des TC, ça a été aussi évalué, donc TC léger avec peu de troubles de l'équilibre, donc il y en avait à peu près au bout de 3 mois après lésion, 23% qui avaient atteint le score maximum au niveau de l'IMAT, 18% à 6 mois. Bon, il y a une petite baisse de performance.
Ce qui était intéressant surtout de noter, c'est de voir sur quels items au final les patients atteignaient le score maximum. Donc ce qui est entre parenthèses, c'est le pourcentage de patients qui ont atteint le score maximum, enfin le score maximum sur chaque item. Et on peut voir que sur la partie escalier, c'est vraiment là où ils sont le plus performants. Et les items les plus discriminants, ça va être la course à pied, le saut de ciment et le fait de sauter sur de bondir pardon, sur la ligne la plus touchée. Donc chez le TC modéré, donc patients plus lourdement touchés, a priori il y a aussi un effet plafond mais qui est vraiment très faible. Sur les 103 patients qu'ils avaient, seulement 2 ont atteint le score maximum. Donc au niveau d'interprétation, j'allais un petit peu plus vite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que d'un test à l'autre, mais je pense que ça vous le savez, il y a toujours une erreur standard de mesure, donc une variabilité qui est quand même liée au fait de faire passer le test. Et c'est important de le prendre en compte pour dire si le patient évolue ou non. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont cherché à évaluer justement ce qu'on appelle la différence minimale détectable. Donc à partir de quel nombre de points d'amélioration ou de détérioration le patient s'est effectivement amélioré. Donc que ça soit chez le TC modéré à sévère en phase chronique, une amélioration de 4 points est jugée significative et une détérioration de 2 points significative aussi. En phase subaiguë, la même amélioration de 4 points mais une diminution de 3 points à ce niveau-là. Donc il faut savoir aussi qu'on a essayé de développer une version française en fait suite à une formation qu'on avait pu faire. Donc on nous avait présenté cet outil-là. Donc on a fonctionné sur un système de double traduction afin d'avoir la traduction la plus efficiente possible, en lien avec l'auteur sur des items pour lesquels on n'était pas sûr de la réalisation de la traduction, notamment au skipping que Mathilde vous a évoqué. Donc on a essayé vraiment d'avoir quelque chose qui soit assez rigoureux en termes de méthode sur la traduction, pour après essayer d'étudier justement les propriétés psychométriques et définir des valeurs normatives, parce que c'était plus simple dans un premier temps chez les étudiants de l'IFMK de Nancy. L'idée c'était vraiment, au-delà de faire une traduction, parce qu'il y a beaucoup de traductions qui existent pour beaucoup d'outils de mesure, mais qui n'ont pas forcément des propriétés psychométriques étudiées, donc pour lesquelles on ne peut pas dire si la traduction était effectivement bonne ou pas. Vous pouvez par exemple, vous prendre un test qui évalue l'équilibre qui est l'échelle de Beurre, vous pouvez trouver plein de traductions possibles en ligne sur internet, mais pas une forcément référencée en langue française pour lequel on sait si elle est reproductible ou pas, etc. Donc là, c'est l'intérêt à ce niveau-là. Donc là, on va vous présenter, donc elle a été débutée en 2013 avec des critères d'inclusion basiques, quasiment similaires au final à l'étude australienne. L'idée, c'était justement aussi de pouvoir comparer. Donc avec l'idée de mesurer aussi des paramètres de fiabilité. Donc ça, on ne les a pas encore en termes de résultats, mais on a déjà quelques résultats au niveau des normes. Donc les premiers résultats, c'est qu'on a pour le moment 55 étudiants qui ont réalisé le test à ce niveau-là, 29 hommes, 26 femmes, un âge médian qui est à peu près similaire à l'étude de Gavin Williams, l'Australien, donc où c'était 21 ans pour chacun, un score médian à IMAT pour les hommes qui étaient de 5 ans, donc qui était un petit peu moins bon à ce niveau-là, avec un interquartile de 50-52. Chez les femmes, pareil, un petit peu moins bon. Alors, en regardant dans le détail les résultats, là au final où une partie de la différence se faisait, c'est sur l'item des escaliers. Assez paradoxalement, c'est le seul item qu'on ne fait pas à vitesse maximale, où la personne spontanément descend à sa vitesse confortable habituelle. Donc alors est-ce que les étudiants français sont moins speed que les étudiants australiens? Je ne sais pas vous le dire. C'est un élément interrogatif, il faudra voir avec plus de population si ça se confirme ou non. Donc le score maximum, pareil, n'a été atteint que par 3 participants au niveau des hommes et aucun participant au niveau des femmes. Donc comparé à l'étude de Williams, on avait 50% d'hommes et 5% de femmes. Pareil, à voir si ça se confirme ou pas, en lien avec ces items escaliers. Alors est-ce qu'ils avaient donné une consigne un petit peu différente? Normalement, on a collé vraiment aux consignes du test, donc à voir. Alors, moi je vais faire le retour d'expérience à l'E Saint-Christophe. Donc c'est vrai que de plus en plus les médecins nous demandent de réaliser l'IMAT au cours de la rééducation du traumatisé crânien et de l'étendre même à certaines autres pathologies neurologiques qu'on peut rencontrer à l'E Saint-Christophe. Alors la participation des collègues est un petit peu plus délicate parce que c'est quand même un test qui est long à réaliser et on en a déjà pas mal, il y a déjà beaucoup de tests standardisés que les médecins ont tendance à nous demander. Et la population de patients n'est pas toujours adéquate, c'est-à-dire qu'il faut quand même des gens qui aient des hautes capacités physiques pour pouvoir réaliser ce test. On va vous faire le retour sur l'exemple de l'évolution d'un patient avec un Guillain-Barré à qui on a réalisé ce test.
Bon, alors du coup, c'était une fiche avec 3 mesures au cours de la rééducation du patient. On pouvait voir son évolution au fur et à mesure de sa rééducation. Et c'est... L'intérêt en fait chez ce patient-là, c'est qu'on avait pu vraiment partir du moment, il faut savoir que le critère minimum pour faire le test, c'est de pouvoir marcher 20 mètres sans aide technique. Pas sans orthèse, mais sans aide technique. Donc c'est vrai que chez ce patient-là, on a été parti vraiment au départ de à ce niveau-là. Le patient était quand même relativement jeune, une trentaine d'années. Il avait un objectif de reprise sportive derrière. Donc on a vraiment pu aller au bout du test. Donc il avait fait son épisode de Guillain-Barré en janvier. On avait fait la première évaluation en mars à ce niveau-là. Et on avait réévalué après en mai. Donc on avait de mémoire début mars un score à peu près de 13 sur 54. 19. Après en mai on avait un score de 48 de mémoire sur 54. Et enfin au mois de mi-juin on a fini la prise en charge pour ce patient. On avait atteint le plafond. Donc, ça c'est un cas particulier. Mais c'est pour montrer l'intérêt aussi, ça nous a guidés pour aller un petit peu plus loin au niveau de la rééducation. C'est que ça nous a permis de réfléchir à d'autres choses qu'on pouvait lui proposer par rapport à ses objectifs aussi. Alors, il faut savoir aussi qu'il existe une version simplifiée de ce test où l'item escalier est supprimé, en sachant que sur cet item-là, par exemple, quand vous n'avez pas de volet de marche de 14 marches, nous à Saint-Christophe, on n'en a que de cette marche, donc on a divisé toutes les normes par 2 et on fait passer le test sur cette marche au patient. Il y aura donc 8 items au total pour un score total de 32 points, avec une excellente fiabilité intra-examinateur, avec un indice de confiance de 0,99. La différence minimale détectable, c'est une augmentation de 2 points ou une diminution de 1 point. Et c'est vrai que c'est un test, c'est comme on montrait tout à l'heure avec le patient Guillain-Barré, qui peut être utilisé chez d'autres patients neurologiques, au moins sur un terme de comparatif au cours de la rééducation. Enfin, on a quasiment fini. Donc c'est juste sur un point plus d'ouverture d'esprit par rapport au final à l'intérêt de l'IMAT aussi. C'est toute la question de l'entraînement des activités supérieures de marche chez le patient cérébro-lésé, la plus particulièrement chez le traumatisé crânien. Donc où il y a eu des séries cas qui ont été proposées et qui ont une démarche relativement intéressante parce que soit dans un cas ils ont proposé un entraînement très développé au niveau renforcement musculaire, préparation des activités de course à pied, entraînement cardio-respiratoire, soit dans un autre groupe chez des patients traumatisés crâniens et non traumatisés crâniens mais neurologiques, une session d'une fois par semaine pendant 1 heure, si je ne vous dis pas de bêtises, 3 fois par semaine pendant 1 heure, en fait un groupe running où il y avait vraiment des exercices spécifiques de course à pied. Ce qui a été mis en évidence à ce niveau-là, c'est des améliorations aussi sur les paramètres de marche, sur les paramètres de propulsion, donc avec des résultats intéressants au-delà même de la course à pied. Donc c'est pour ça que c'est des éléments en fait qui peuvent se réfléchir à ce niveau-là. Bon, je pense qu'on n'aura pas trop le temps de passer les vidéos. C'est en fait un jeune qui sortait de la clinique où a été développé ce test. Et c'était intéressant parce que c'était un jeune traumatisé crânien qui était au départ à 2 mois, en fait, mais je pense qu'il y a un problème de codec. Donc qui commençait en fait à peine à marcher au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, il commençait avec l'aide de 2 physiothérapeutes à courir légèrement. Et à 2 ans et demi, en fait, on le voit sur une course qui est visuellement, je ne parle pas de paramètres quantifiés à ce niveau-là, qui est visuellement très intéressante. Donc voilà, c'est juste un élément de réflexion à ce niveau-là, et puis on vous remercie pour votre attention.